entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 30 mai 2020, dont voici les principaux titres. La pandémie de coronavirus continue à faire des victimes au Burundi pendant que Gitega s'entête dans sa politique d'autruche. La CENI est en train d'induire en erreur la Cour constitutionnelle en changeant les résultats provisoires des récents scrutins. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans le mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui, nous vous parlerons du nouveau visage du pouvoir exécutif après les élections. À la présentation, vous êtes avec Trésor Nyongabo, Lucie Kabera et ingénieur Egide Mgemero de l'autre côté de la cabine technique. Ouvrons ce journal par la page santé. Le coronavirus continue à faire des victimes au Burundi. En une semaine seulement, la RPA a pu répertorier 4 personnes mortes suite à cette pandémie. Dans l'entretemps, Gitega se confine de plus en plus dans son déni. Le point avec Josiane Mouzanez. Un chauffeur du groupe de volontariat civil JVC en sigle section Ruyigi est décédé en date du 22 mai des suites du coronavirus. Selon nos sources, les symptômes de cette pandémie ont commencé à se manifester le 12 mai, alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la province de Makamba dans le cadre du rapatriement. Non seulement il avait un goût amer, mais il avait également une forte fièvre et son organisme s'affaiblissait de plus en plus. À ce moment, il pensait avoir attrapé la malaria et a aussitôt commencé à prendre le Coartem. Mais la maladie ne faisait qu'empirer. Le 15 mai, de retour chez lui, il était mal en point et est resté alité chez lui. Il sera emmené le lendemain matin dans une clinique privée de la place dénommée Vision Santé. Et là-bas, on lui fit faire des tests et ils étaient tous négatifs, que ce soit pour la malaria ou pour le sérovidal. Mais cela n'a pas empêché les médecins de cet établissement sanitaire de le mettre sous traitement paludéen. Le 19 mai, le chauffeur en question a commencé à éprouver des encombrements bronchiques jusqu'à perdre connaissance. Des informations en provenance de la province Ruyigi font savoir que, comme la clinique n'était pas outillée pour prendre en charge une personne dans le coma, ils l'ont transféré à l'hôpital Rema. Les mêmes sources révèlent que, ayant constaté que le malade présentait tous les symptômes de la Covid-19, les médecins de l'hôpital Rema prirent la décision d'alerter le HCR et leur district sanitaire. Ils prirent également le soin de recourir à l'équipe mise en place par le ministère de la Santé pour diagnostiquer cette pandémie. C'était en date du 20 mai 2020, jour du scrutin. Ces médecins attendront pendant 2 jours une intervention qui ne viendra jamais, malgré l'urgence signalée. Le 22 mai, le patient rendra son âme. Ses collègues, de même que les membres de sa famille, y compris ses voisins et toutes ses personnes contacts, sont pour le moment traumatisés car n'ayant jamais été testés pour connaître leur état de santé. Un autre cas à la connaissance de la RPA, c'est celui d'un cadre du ministère de la fonction publique, mort lui aussi la semaine dernière de la Covid-19. Il avait auparavant occupé le poste de gouverneur de la province Mngaro. Durant la même semaine, une femme habitant le quartier 3 de la zone Ngagara a elle aussi succombé à cette maladie. On lui avait prescrit des antidouleurs à prendre chez elle, soi-disant pour faire passer une grippe sévère. La dernière victime en date est un retraité de la télévision nationale du Burundi, ancien chef technique. Il a rendu son âme ce jeudi 28 mai à l'hôpital Boumerek de Bujumbura. Oui, Josiane Mouzaneza, la pandémie de la Covid-19 fait toujours des victimes dans le pays, selon également des sources médicales concordantes. Le ministère de la Santé, quant à lui, ne reconnaît que seulement 21 personnes qui sont sous surveillance médicale. Le nombre de malades et des morts qui ne cesse d'augmenter serait d'ailleurs à l'origine de la mesure qui a été prise ce vendredi par la Fédération de football du Burundi. Cette dernière a pris une décision limitant à 50 personnes le nombre de spectateurs qui vont assister au match de football. Le point avec Balthazar Miburo. Pour motiver cette décision,
Le président de la Fédération de football du Burundi, en même temps président du Sénat, a parlé du comportement qu'il a qualifié d'indigne qu'affiche le supporter des équipes de Musongati et Interstar mardi de cette semaine. Lors de la rencontre des deux équipes à la fin du match, les spectateurs sont entrés d'arrêt de jeu pour la célébration. Immédiatement, les policiers qui assuraient la garde de l'évérien du Curio les a enfermés. Visiblement, un plat qui avait été préparé à l'avance. Quelques minutes plus tard, l'évérien du Curio a pris la mesure selon laquelle, désormais, les matchs vont se disputer à huis clos. Selon notre source, cette mesure a plutôt été motivée par les effectifs inquiétants des malades du coronavirus qui ne cessent d'augmenter. Par après, l'évérien du Curio a pris une autre décision limitant à 50 le nombre de spectateurs qui vont assister au match sur le terrain synthétique. Selon le porte-parole du ministre de la Santé, Jean Bosco Girukwishaka, 21 personnes sont encore sous surveillance médicale sur 42 qui avaient été testées positives. Mais ces effectifs sont déloués supérieurs à la réalité selon des sources médicales. Des patients présentant tous les symptômes de coronavirus sont recensés dans plusieurs hôpitaux et des cas de mort suite aux complications et au manque d'équipements adéquats pour les hôpitaux font aussi parler d'eux. La dernière sortie médiatique du ministre de la Santé sur l'état des lieux de cette pandémie date d'il y a 2 semaines. Merci également à Balthazar Miburo concernant ce déni. Les Burundais et plus particulièrement les habitants de la ville de Bujumbura se disent inquiets du comportement de Gitega qui semble prendre de plus en plus à la légère la pandémie du coronavirus. Au moment où la mairie de Bujumbura vient de lever les mesures restrictives prises au début du mois de mars, ses habitants se demandent si c'était pour prévenir la population contre la Covid-19 ou si c'était juste lié aux récentes élections. Emmanuel Ndaishimiye. Vers 20h25, le directeur de l'Institut français de Bujumbura, IFB, annonçait aux personnes présentes au bar L'Échiquier, situé dans les enceintes de l'IFB, qu'il reste ouvert même après 21h. D'après lui, ils avaient eu la veille l'autorisation du commissaire de police en mairie de Bujumbura. À partir de ce soir, écoutez, attendez la suite. À partir de, vous savez que jusqu'à maintenant, il y avait la limite de 21h. Mais à partir de ce soir, il n'y a plus la limite de 21h. Voilà. Donc, ici, on est tranquille et on peut s'amuser tant qu'on a envie. Et maintenant, c'est pour les artistes. À l'entrée du bar, l'échiquier se trouve de l'eau propre pour se laver les mains, mais tous les clients ne se fient pas à la règle. Certains entrent sans laver les mains, d'autres se serrent les mains en se saluant. De plus, la distance des mètres n'est pas respectée et personne ne portait de masque pour se protéger contre le virus dit Corona. Au bar Champs-Élysées, situé en zone Rohero, à l'avenue Mao, un karaoké très prisé et qui n'était plus produit depuis des mois est repris ce vendredi. Les clients y sont revenus nombreux. Cependant, les mesures de prévention contre le coronavirus ne sont pas suivies. Presque toutes les boîtes de nuit avaient rouvert les portes. Le cristal se trouva sur le boulevard de l'Iprona, exigeait chaque client à se laver les mains avant d'entrer. Cependant, la distanciation sociale n'était pas respectée car pour danser, les gens se rapprochaient. Les serveurs portaient tous les masques, certains clients en portaient aussi, mais l'enlevaient pour consommer, parfois aussi pour danser suite au manque d'oxygène. Sur le même boulevard, la boîte de nuit toxique était également ouverte. À la fermeture de ces boîtes de nuit au mois de mars et la limitation des heures d'ouverture pour les bars, la mairie de Bujumbura avait avancé la prévention du coronavirus, mais certains habitants de Bujumbura avec qui on s'est entretenu disent que c'était plutôt une ruse, que cela était lié aux élections. Dans ces endroits où se rencontrent de nombreuses personnes, la crainte de la propagation du coronavirus
est accentué. Même si certains ne s'y rendent pas, ils se rencontrent au travail ou ailleurs avec ceux qui y vont. La mairie de Bujumbura est interpellée pour protéger plus ses habitants. S'il faut garder pour un moment ces établissements fermés jusqu'à ce que la pandémie soit maîtrisée. Nous avons essayé de joindre par téléphone Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, mais sans succès. Merci à toi, Emmanuel Ndaïchimiye. En parlant toujours de la Covid-19, les pays limitrophes du Burundi doivent faire pression sur le gouvernement burundais pour lutter efficacement contre le coronavirus. À défaut de ces pressions, ce virus risque de se propager dans ces pays. Propos d'Enchère Nikoya Gizé, président de la Ligue ITK, qui mentionne également que le Covid-19 est déjà signalé dans plus de 10 provinces du Burundi. Des informations via nos contacts sur le terrain dans différentes provinces. Et nous avons été informés qu'il y aurait déjà des signes de cette maladie, ils sont déjà malades, surtout dans les provinces limitrophes du Burundi. De là, je parle de Muyinga, je parle de Sankuzo, je parle de Lugiki Rutana, Yarumonge, Makamba, donc vous disiez la mairie de Bujumbura et autres provinces. Là, nous n'avons pas de chiffres précis, mais on a des informations. Et en plus de ça, vu les propagandes qui viennent de se passer, les campagnes électorales, même les 18 provinces avoir été atteintes, voir comment la maladie se propage, voir comment on a organisé des meetings sans précaution, sans aucune mesure de sécurité, donc dire que ces 18 provinces, ça pourrait être difficile. À côté de ça, nous avons même des membres de nos familles à Bujumbura qui sont déjà morts de cette maladie. Des amis, nous voudrions juste arrêter les pays de la sous-région. Parce que donc, une fois cette pandémie exposée au Burundi, toutes les mesures déjà prises par le Rwanda, la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya et d'autres seront mis à l'eau. Ils seront mis à l'eau. Cela veut dire que donc, le gouvernement de la sous-région devrait faire réfléchir au gouvernement du Burundi pour qu'il légifère pour lutter contre cette pandémie. Parce que sinon, donc, le Burundi met en cause toutes les mesures déjà prises par ce gouvernement qui ont mis tout le sérieux pour lutter contre cette pandémie. Nous devons continuer à crier. Nous devons aussi chercher des synergies. C'était la voix d'Enchère Nikoya Gizé, président de la Ligue ITK. Désormais, toute personne qui fera recours à un avion médicalisé pour entrer sur le sol kényan sera considérée comme un cas positif du coronavirus. C'est du moins la décision prise ce vendredi par le gouvernement du Kenya via son ministère des Relations extérieures. Une décision qui tombe après que la première dame du Burundi ait été admise dans l'un des hôpitaux de la place sous de faux documents alors qu'elle avait déjà contracté ce virus. Le point avec Clovis Nyonzima. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya informe les missions consulaires et diplomatiques et les organisations internationales œuvrant à Nairobi que les patients entrant sur le territoire du Kenya à bord des avions médicalisés seront dorénavant considérés comme des patients du Covid-19. Dans une correspondance sortie ce vendredi, ce ministère précise que les compagnies aériennes d'évacuation doivent s'assurer que les avions sont dotés des équipements d'évacuation des patients du Covid-19. Ils doivent s'assurer que les équipements de protection en l'air et sur terre, comme les ambulances, ont été déployés et sont en place. Le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya poursuit que les hôpitaux d'accueil des patients à bord des avions médicalisés sont tenus de confirmer aux autorités habilitées leur capacité, leur préparation et leur volonté de recevoir des patients atteints du Covid-19. Ce ministère indique qu'aucun garde malade ne sera autorisé à être transporté par ces avions médicalisés. Cette décision survient après que les différentes institutions du Kenya se sont jetées le tort suite à l'entrée clandestine de la première dame du Burundi, Denise Nkurunziza, à bord d'un avion médicalisé. Denise Nkurunziza était en possession de faux documents attestant qu'elle n'est pas porteuse du corona, ce qui n'était pas vrai. Un des médias kenyans affirme que même ces 3 gardes du corps ont été testés positifs au Covid-19. Merci à Clovis Nyonzima pour ce reportage. Une courte pause et poursuivons avec ce journal. Humura Burundi. Parlons politique à présent. La CENI est en train d'induire en erreur la Cour constitutionnelle par le changement des chiffres en rapport avec les résultats des élections. Réaction de Justine Nkurunziza de la COSOM, la coalition de la société civile pour le monitoring électoral au Burundi. Justine Nkurunziza se demande sur quelle base cette Cour pourra traiter les plaintes d'Agatongwasa.
dans le cas présent, un draft des données erronées a été présenté et ici tout le monde se demande où se trouve le sérieux dans tout ça. Où se trouve le professionnalisme de cet organe et surtout de son président. Donc je pense que la CENI devait faire attention et présenter quelque chose d'acceptable parce que c'est quelque chose qu'ils ont mis sur leur site web. Et c'est un site qui est... les yeux de tout le monde, du monde entier étaient tournés vers le Burundi et tout le monde consulte ce qui se trouve sur le site. C'est vraiment étonnant ce qui se passe. On se demande sur quelle base, sur quel fait la Cour constitutionnelle va se baser. Parce qu'il y a le draft et dans l'entretemps, le principal opposant a déjà soumis sa plainte à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'ils vont se baser sur le draft? Est-ce qu'ils vont se baser sur ce qui a été corrigé? Et surtout que peut-être demain, il peut y avoir d'autres fautes. Est-ce qu'ils vont dire qu'ils ont encore une fois corrigé? Là, il y a un minimum de sérieux qu'on demande de la part de la CENI. Justine Nkurunziza craint que les membres de la CENI aient subi des pressions du gouvernement dans l'objectif du trucage des urnes. Elle rappelle toutefois aux membres de la CENI que leur progéniture pourrait endosser la responsabilité des actes de leurs parents. Ils viennent de passer 222 jours en détention à Bubanza après la mise en délibéré de leur procès par la cour d'appel de la commune Nahangwa le 6 mai dernier. 4 journalistes du groupe de presse Iwachu attendent leur sort dans un maximum de 6 jours selon les délais fixés par la loi. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harerimana ont été arrêtés le 22 octobre 2019 dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils enquêtaient sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles du mouvement Red Tabara. Les réfugiés burundais de Nairobi au Kenya demandent une assistance au HCR et à leur pays hôte pendant cette période de la pandémie du coronavirus. C'est au moment où la plupart de ces réfugiés gagnaient leur vie grâce aux petits métiers suspendus depuis. Marie-Ange Irakodze. Les réfugiés burundais vivant à Nairobi, au Kenya, font savoir que, avant cette pandémie de la Covid-19, ils arrivaient à trouver tant bien que mal de quoi vivre. Mais aujourd'hui, ils disent qu'ils ont difficulté à subvenir à leurs besoins, comme l'indique l'un d'entre eux. Je vis avec mon mari et mes 3 enfants. Avec ce confinement causé par la Covid-19, la vie est très difficile. Moi, par exemple, je vendais des fruits au marché et on s'en sortait. Mais comme on reste cloîtré chez soi, nous avons du mal à trouver de quoi mettre sous la dent. Ne pouvant plus vaquer à leurs occupations quotidiennes, ces réfugiés ont essayé de demander de l'aide auprès du HCR et du gouvernement kenyan, mais en vain. En ce moment, aucune activité n'est permise. Nous n'arrivons même plus à payer le loyer, sans parler de la ration. Avant cette pandémie, on se débrouillait pour survivre. On a demandé au HCR s'il peut nous assister, mais ils nous ont répondu que cela n'était pas dans leurs moyens car ils ne s'y attendaient pas. Quant au gouvernement du Kenya, il nous a répondu que cela était du ressort du HCR. N'ayant ou donné de la tête, ces Burundais, réfugiés à Nairobi au Kenya, demandent à toute âme charitable de leur venir en aide en ces moments difficiles. Merci également à Marie-Ange Irakodze. Personne, y compris les policiers, magistrats et procureurs, n'a le droit d'enfreindre les droits humains ou d'être poursuivi en cas de refus de violer ses droits. Déclaration de maître Dieudonné Bachira Hishize qui exhorte les policiers, procureurs et magistrats à respecter leur éthique professionnelle et à placer leur honneur au-dessus de tout. Dans le 10e message lancé dans le cadre de la continuité de la campagne sur la légitimité du travail des défenseurs des droits humains, initiée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, cette coalition fustige certaines dispositions du Code de procédure pénale qui exemptent des poursuites aux agents qui violent certains droits humains. Suivez plutôt Maître Dieudonné Bachira Hishize.
Ceux qui contribuent à garantir la justice, tels que les juges, les magistrats, les policiers, les avocats dans une certaine mesure, ainsi que certains chefs de service, font parfois l'objet d'oppressions visant à leur faire prendre des décisions qui soient favorables à des lobbies puissants, soit-ils parmi ceux qui sont au pouvoir ou à l'extérieur du cercle des dirigeants. Face à cette situation, l'article 10 de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits de l'homme les protège en stipulant que nul ne doit participer à la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s'abstenant d'agir quand les circonstances l'exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ses droits et libertés. En vertu de cette disposition, vous avez donc le droit de désobéir aux ordres injustes au nom du respect des droits, source de la paix et de l'harmonie sociale. En vous obligeant de prendre des décisions contraires à l'éthique professionnelle et à la justice, il vous opprime et viole votre droit garanti par l'article 11 de la même déclaration qui dispose, je cite, « Chacun a le droit individuel ou en association avec d'autres d'exercer son occupation ou sa profession conformément à la loi, de respecter les droits et libertés, et se conformer aux normes nationales et internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle. » Bref, avant que les droits des citoyens justiciables ne soient piétinés, c'est en premier lieu les vôtres inhérents à l'exercice de votre profession en toute liberté qui sont gravement atteints. Votre profession vous invite et vous oblige en quelque sorte à la neutralité, à l'impartialité et à la droiture sans reproche. L'histoire burundaise ne manque pas de modèles auxquels vous pouvez vous inspirer, y compris dans le passé le plus récent. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme déplore l'existence des dispositions du Code de procédure pénale, notamment ses articles 51, 52 et 53, qui, sous le motif des méthodes particulières de recherche, donnent aux policiers des pouvoirs illimités, allant jusqu'à la commission des violations graves des droits de l'homme à l'abri de toute poursuite judiciaire. Malgré cela, les policiers, les procureurs, les juges peuvent placer leur honneur au-dessus de tout. Vous pouvez définir un ordre de grandeur qui vous est propre en faisant de la vertu un idéal patriotique et par votre volonté écrire seul votre histoire et vos noms en lettres d'or. Cet appel s'adresse également aux jeunes militants des partis politiques qui rivalisent de zèle en violant les droits de leurs compatriotes. Désobéissez à ces ordres d'attenter à la vie et au bien d'autrui et agissez en être humain responsable, car la concorde et l'harmonie sociale valent de loin plus que les miettes que les politiciens mal de vision peuvent vous offrir. C'était Maître Dieudonné Bachirahishidze, le président du CAVIB. Et pour clore ce journal, dans le mini-magazine Au cœur de la société, nous vous parlerons du nouveau visage du pouvoir exécutif après les élections. Le mini-magazine Au cœur de la société vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au Burundi, il y aura une alternance au sommet de l'État au plus tard le 20 août de cette année. Le président actuel et son gouvernement seront remplacés par une nouvelle équipe. Le futur président formera son gouvernement en faisant référence à la nouvelle constitution promulguée le 7 juin 2018. Quelle serait la forme du prochain pouvoir exécutif? En quoi cette forme sera-t-elle différente de celle du gouvernement sortant? Ce sont ces questions que va répondre ce mini-magazine Au cœur de la société du 30 mai 2020. Thierry Bigirindavi est à la présentation. Bienvenue. Depuis l'an 2005, le président de la République du Burundi est assisté par deux vice-présidents dans ses fonctions. Le premier vice-président de la République et le deuxième vice-président. La nouvelle constitution prévoit la place du vice-président et celle du premier ministre. Quelle serait la procédure de leur nomination et sur base de quels critères? Bertrand Gendakurio de la radio Inzamba nous fait le point. Dans l'article 97 de la nouvelle constitution, les pouvoirs sont exercés par un mandat de 7 ans renouvelable
Sous l'empire de la Constitution du 7 juin 2018, le président burundais peut être limogé dans une seule hypothèse, c'est lorsqu'il est pénalement condamné pour haute trahison. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès qui mettent en accusation le président de la République à la majorité des 2/3 de ses membres. La Constitution burundaise du 7 juin 2018 prévoit un poste de vice-président à côté d'un poste de Premier ministre. Le président de la République, c'est lui qui les nomme après approbation de la candidature par l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est lui qui peut décider de mettre fin à leurs fonctions. Le vice-président est choisi parmi les élus et doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine. Le président de la République et le vice-président appartiennent aux groupes ethniques et partis politiques différents. De façon concrète, le vice-président a globalement un rôle d'assistance. Il peut certes présider le Conseil des ministres, mais c'est uniquement sur délégation du président de la République et sur un ordre du jour déterminé. Quant au Premier ministre, il est vrai que par rapport au vice-président, il a lui quelques pouvoirs substantiels. C'est lui qui est désormais le chef du gouvernement. Pour que le Premier ministre puisse présider le Conseil des ministres, il faudrait 3 conditions cumulatives. Une délégation du président de la République, un ordre du jour déterminé et un empêchement du vice-président auquel ce rôle est dévolu prioritairement. Comment est-ce que le gouvernement a été mis en place d'après la Constitution de 2005? Se rappelle avec Parfait Moudasigane. Dans la Constitution de 2005, le président de la République est le chef du gouvernement. Il est assisté par 2 vice-présidents. Le premier vice-président assure la coordination du domaine politique et administratif. Le deuxième vice-président assure la coordination du domaine économique et social. Les vice-présidents appartiennent à des groupes ethniques et des partis politiques différents. Jusqu'à présent, la première vice-présidente a été toujours accordée à un Tutsi, membre du parti Iprona. Selon l'article 129 de cette constitution de 2005, le gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il y comprend au plus de 60% de ministres et de vice-ministres Hutus et au plus 40% de ministres et de vice-ministres Tutsi. Il est assuré au minimum de 30% de femmes. Les membres proviennent des différents partis politiques ayant réuni plus d'un 20e des votes et qui le désirent. Ces partis ont droit à un pourcentage arrondi au chiffre inférieur du nombre total de ministres au moins égal à celui des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée nationale. Le chercheur et professeur de l'Université d'Anvers en Belgique, Stef van den Geest, a fait une analyse sur la composition du gouvernement qui sera issue de ces élections. Cette analyse de Stef van den Geest avec Emile Nibasumba de la radio publique africaine. L'analyste Stef van den Geest indique que la Constitution de 2018 permet au chef de l'État de désigner un Premier ministre qui lui est fidèle, mais la décision peut rencontrer des résistances au niveau des autres camps du parti au pouvoir. Pour éviter ce scénario, le chef de l'État peut choisir un Premier ministre dans le camp adverse au sein de son parti. La troisième possibilité, selon ce professeur de l'Université d'Anvers en Belgique, c'est que le président élu imite Melchior Ndadaye lorsqu'il avait nommé Sylvie Kinigi Premier ministre femme Tutsi et membre du parti UPRONA. Professeur Van den Geest indique également que rien n'empêche que le président actuel, Pierre Nkurunziza, devienne le prochain Premier ministre. La Constitution de 2018 permet également au président de la République de nommer le chef du service national de renseignement sans passer par le Sénat. Les gouverneurs des provinces peuvent également provenir de l'armée nationale, comme c'était le cas dans la période du parti unique, signale professeur Stef van den Geest. C'est sur cette analyse de Stef van den Geest que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous parlerons à propos de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. Thierry Biguinindavi était à la présentation. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société.
Merci à Thierry Bigilindavi pour le mini-magazine au cœur de la société. Et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci également à Lucie Kavera et à l'ingénieur Egide Mnemero pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Trésor Nyongabo. Passez une excellente soirée partout où vous êtes. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.